Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch, paysannes et paysans suisses, pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique et le label Vaud Plus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui se penche sur les enjeux de l'agriculture au XXIe siècle. Aujourd'hui, dans notre dossier du mois, on va s'intéresser à la bonne qualité des sols agricoles et comment maintenir cet état de fait. Et puis ensuite, on va suivre le parcours d'une noix. On se posera ensuite la question du lien entre pollinisation et vigne. C'est pour la rubrique fact-checking. Et finalement, dans notre rendez-vous agricole du mois, direction les hauteurs de Montreux. Voilà pour notre sommaire. Il est temps maintenant d'aller rencontrer nos invités. Sur ce plateau, on est content de vous recevoir aujourd'hui. Je commence par vous, Vassili Venizelos. Vous êtes conseiller d'État vaudois et chef du département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité. Bienvenue. Merci, bonjour. Aujourd'hui avec vous, Dr Pascal Boivin, vous êtes agronome, enseignant à la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève et président de European Confederation of Soil Science Societies. Bonjour. Bonjour. Et finalement, Martin Pidou, directeur de Prométer. Ce n'est pas la première fois que vous êtes avec nous. Rebonjour, si je puis dire. Merci, bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de qualité des sols. C'est évidemment hyper important quand on parle d'agriculture. Sans sol de qualité, difficile de pouvoir bien proposer une agriculture de qualité là aussi. Bien, dans quel état sont les sols dans le canton de Vaud, si je puis poser la question comme ça? C'est toujours une question délicate, on peut toujours faire mieux, mais ce qui est important de dire, je pense, c'est qu'en comparaison internationale, la qualité des sols en Suisse est probablement meilleur que ce qu'on peut observer ailleurs, notamment parce qu'on a une rotation des cultures qui est régulière dans notre pays, avec beaucoup de prairies dans la rotation, ce qui a tendance à améliorer la qualité des sols. Et puis d'autre part, le lien entre la polyculture, donc l'élevage et les cultures qui permet d'amener des matières organiques dans le sol, qui existent en Suisse, et ces deux facteurs contribuent à maintenir un niveau de qualité relativement élevé, bien que des progrès sont toujours nécessaire. Pascal, d'un point de vue scientifique, on va dire, est-ce qu'il y a des mesures qui doivent être mises en place, qui ne sont pas encore actuellement en place et qui pourraient aider à améliorer cette base qui est déjà plutôt positive? On peut dire ça, mais en termes de mesures, il s'agit surtout d'une transition au niveau des exploitations agricoles qui vont permettre de faire mieux et de restaurer ce qui a été impacté, parce que malgré tout, l'intensification dans le monde entier a impacté, et comme vient de le dire Martin, moins en Suisse, certes, mais enfin, pour un spécialiste, on voit quand même beaucoup de choses qu'on aimerait corriger. Et donc ça se fait, les agriculteurs le font déjà, en partie. Ce qui nous intéresse, c'est d'élargir ce socle d'agriculteurs qui le font. Et donc toucher plus de monde. On a besoin de généraliser ça pour plein de raisons qu'on évoquera peut-être, pas seulement au niveau d'une parcelle pour pouvoir produire, mais aussi pour tas d'intérêts sociétaux. Et c'est peut-être moins une mesure ou des mesures qu'un ensemble d'accompagnement. Et puis peut-être aussi un état d'esprit qui doit évoluer, se transformer, si je puis dire. Oui, mais à bien des égards, oui, parce que l'approche dans ce domaine n'est plus uniforme comme on a voulu la créer quand on a lancé l'intensification. Cette fois-ci, tout ce qui va relever de ce qu'on appelle l'agroécologie au sens large, c'est une boîte à outils, et l'agriculteur doit choisir les outils. On n'est pas dans la prescription standard. Et c'est une grosse boîte à outils. Alors au niveau politique, Vassili, on imagine évidemment qu'il y a des mesures d'encouragement, qu'il y a des choses qui sont aussi mises en place pour maintenir cette qualité des sols, si pas l'améliorer. Il y a des défis énormes, parce que le sol représente une ressource inestimable. C'est une ressource qui est non renouvelable aussi. Donc chaque morceau de terre qui est gaspillé va mettre plusieurs siècles à se reproduire. Nous avons une dégradation des sols qui est importante, liée à l'activité humaine. On a un problème quantitatif, raison pour laquelle la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, typiquement, a été révisée pour lutter contre un phénomène d'urbanisation toujours
plus important, 1 mètre carré par seconde de terre agricole qui disparaît. C'est énorme. Beaucoup trop. Puis un enjeu qualitatif, évidemment. On a à peu près 3/4 de nos sols qui représentent un déficit au niveau des matières organiques. Donc on doit prendre des mesures. Il y a des efforts gigantesques qui sont faits par le monde agricole notamment, mais on peut aller plus loin, on peut faire mieux encore. Et c'est tout le sens des différentes mesures qui ont été proposées par le Conseil d'État récemment, qui vient avec un plan d'action sol, un plan d'action qui est porté à la fois par le monde agricole et par ma collègue Ditli et par le monde de l'environnement et mon département. Et nous venons avec toute une série de mesures et des moyens, 8 ans d'action, 6 millions pour accompagner le monde agricole notamment, mais aussi tous les acteurs qui ont un impact sur les différents sols. Je pense au milieu de la construction typiquement, pour faire en sorte que la qualité de nos sols soit préservée. Et oui, et c'est une condition sine qua non, on l'a dit. Alors justement, ce que je vous propose, c'est d'aller voir des sols fertiles et en bonne santé. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et quelles sont les mesures pour maintenir leur équilibre? Réponse dans notre premier sujet du jour avec Émilie Carrard, qui est conseillère agricole chez ProConseil. Alors le sol, c'est des éléments d'un côté minéraux et de l'autre côté des éléments organiques. Donc les éléments minéraux, c'est le silt, l'argile, le sable, les cailloux. Les éléments organiques, c'est tout ce qui est vivant ou presque plus, donc les plantes, les animaux, les déchets de plantes et d'animaux. Et puis généralement, donc, dans un sol dit fertile, on dit qu'il y a à peu près 50% de ces éléments organiques et minéraux. Et puis les autres 50%, en fait, c'est les pores dans lesquels il peut y avoir de l'eau ou de l'air. Et c'est finalement cet élément-là qui donne aussi la fertilité du sol et puis la vie du sol, donc qui permet aux organismes du sol de vivre. Et c'est là où il y a finalement le plus grand risque de la part de l'agriculture que ces pores soient détruits par le tassement du sol. En fait, on peut dire que c'est des siècles de développement de la mécanisation qui ont mené aussi à des machines de plus en plus lourdes, de plus en plus grosses, qui ont en fait un impact sur le sol et sur sa structure. Et puis c'est finalement cette grosse mécanisation qui peut mener à des situations où l'eau ne s'infiltre plus dans le sol et mener à des situations d'érosion ou bien de l'eau qui stagne et puis la plante qui n'arrive plus à se développer parce qu'elle a finalement trop d'eau. Alors pour favoriser la vie du sol, donc de limiter cette dégradation des pores, il y a plusieurs pratiques vertueuses agricoles qui sont mises en œuvre par les agriculteurs. C'est par exemple maximiser les couverts végétaux, donc qui permettent vraiment une bonne infiltration de l'eau et puis une structuration du sol. Il y a la réduction du travail du sol, donc ne plus aller labourer forcément avant de mettre en place une culture, mais peut-être de réfléchir avant de se dire éventuellement est-ce que avant cette culture je peux ne pas labourer. Le semi-direct est aussi du coup une version encore plus intense du sans travail de sol. Et puis la dernière chose aussi, c'est de maximiser les apports d'engrais organiques ou bien de matières organiques qui permettent du coup de nourrir la vie du sol. Donc sur le canton de Vaud, on a eu plusieurs projets liés au sol qui ont permis de vulgariser les pratiques, disons, vertueuses pour la fertilité du sol. On a d'abord eu Solvaud, qui a démarré en 2014, où là, il y a eu à peu près 1200 agriculteurs qui ont participé au maximum. Et les principales mesures étaient vraiment liées à la couverture des sols, donc les couverts courts, les couverts longs entre deux grandes cultures, et puis la réduction du travail du sol. Ensuite, on a Progressol, où là, c'était moins d'agriculteurs, donc c'était une quarantaine d'agriculteurs qui ont travaillé sur différents sujets, entre autres la compaction du sol, l'effet des outils mécaniques sur le sol. Et puis maintenant, on arrive avec le plan d'action sol, et puis on espère pouvoir du coup continuer à vulgariser et puis à développer les pratiques vertueuses avec les agriculteurs. Et on voit bien dans ce sujet l'impact de la mécanisation sur les sols et leur état de santé, puis l'importance des pratiques vertueuses qu'il faut continuer à développer, comme vous le disiez tout à l'heure, comme par exemple avec des programmes comme Solvaud ou encore Plan d'action sol. Martin, vous vouliez réagir à ce que vous avez entendu tout à l'heure de la part de Vassili ? Oui, ce qui me semblait, c'était plutôt pour abonder dans le sens de maintenir aussi des animaux
parce que les animaux, ils contribuent à la fertilité des sols. Et puis dans le coton de veau, on a une problématique, c'est qu'on a tendance à avoir de moins en moins d'animaux, de moins en moins de vaches qui broutent les prairies. Et puis ça, c'est aussi une problématique agronomique qui peut avoir une conséquence négative sur les sols. Oui, Vassili. C'est vrai, est-ce vivant d'ailleurs, il est aussi sous les sols, dans les sols. 2/3 de la biodiversité terrestre est sous nos pieds, est sous les sols. Une petite anecdote, si on prend 1 hectare de pâturage boisé, par exemple, eh bien, le poids des vers et des organismes vivants dans le sol est plus important que le poids des vaches. Donc on a aussi une biodiversité extraordinaire dans les sols qu'il s'agit de préserver. Puis ça passe effectivement par des pratiques vertueuses dans le domaine agricole notamment. Pratiques vertueuses, cercles vertueux aussi avec une variation des cultures, ça c'est hyper important. Pascal, qu'est-ce qui fait la différence finalement entre un sol qui est fertile et un sol qui est non fertile? Alors il y a plusieurs échelles. La première, c'est que c'est pour l'agriculteur. Est-ce qu'il a un succès de production et économique, et alors il pourra peut-être dire que son sol est fertile, mais ça va dépendre des solutions qu'il opère. Plus généralement, on a d'abord besoin, comme l'a dit Émilie Carrard, d'un support dans lequel la circulation de l'air, de l'eau et de la vie se fait bien. Donc si on a les ruptures de porosité, les tassements... Oui, ça on l'a entendu voilà. dans le sujet. Ça peut changer très vite. Faites passer un engin très lourd, ou au contraire un couvert végétal, elle l'a évoqué, vous allez avoir un changement de qualité de la porosité. C'est très rapide. Mais si vous voulez, il y a une deuxième échelle de temps, si vous voulez garantir une bonne qualité, c'est-à-dire une bonne résistance à l'impact, puisqu'il y aura toujours des impacts, et puis une bonne résilience, une bonne reconstitution derrière, alors là, il faut monter la teneur en matière organique. On n'est plus sur les mêmes échelles de temps, on est sur 5, 10, 15, 20 ans. Voilà, j'allais poser la question. Et puis en même temps, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une mécanisation qui est plus lourde, avec les engins qui sont plus lourds, de plus en plus lourds. Est-ce que du coup, on n'a pas un problème, Martin ? Bon, alors effectivement, il y a des engins qui sont de plus en plus lourds, mais on a la possibilité, par exemple, en réglant les pneumatiques de manière à réduire la pression sur le sol, de contrer un petit peu. C'est un petit peu de la cosmétique, ça, non ? Je vois Pascal alors, qui acquiesce. Il y a effectivement une réalité économique qui fait que pour certaines cultures, des engins sont lourds. Parallèlement à ça, on développe aussi des drones ou des engins qui sont très légers, qui fonctionnent de manière autonome et puis qui permettent de réduire l'impact négatif sur le sol. Mais puisque j'ai la parole, je me permets aussi de continuer en disant qu'on a vu qu'il y a toute une palette de mesures à disposition de l'agriculteur, mais il n'y a pas une mesure miracle qui permet de toutes les situations de régler les problématiques liées au sol. Puis ici, il me semble que la formation et la vulgarisation, elle est centrale, parce qu'en définitive, c'est l'agriculteur en tant qu'entrepreneur qui doit maîtriser son outil de production central, donc le sol, pour améliorer à court, moyen et long terme la qualité de ces sols. Pascal, j'aimerais quand même votre vision plus scientifique par rapport à ça. Qu'est-ce que vous mettriez en avant ? Alors, il y a plusieurs leviers, et en accord avec ce que dit Martin, ils sont complémentaires. Donc des agriculteurs peuvent, pour des raisons qui sont propres à l'économie et à l'histoire de leur exploitation, ne pas utiliser à fond un levier, par exemple ne pas réduire fortement l'impact mécanique, mais utiliser d'autres leviers. C'est jouable. Voilà, on connaît bien ces leviers. C'est clair que si on les actionne tous, on améliore plus vite, on sécurise mieux, et les résultats, à la fin, sont très, très réconfortants, très intéressants. Mais il n'y a pas un chemin qui mène à Rome. Bien sûr. Il y a tous ces chemins à combiner, et donc on n'est pas du tout sur une vision on-off. Faites ceci ou faites cela. C'est du multilatéral. Voilà. C'est un choix qui doit être éclairé et qui doit jouer sur les différents leviers. Martin. Peut-être dire que parfois le travail ou bien les effets sur le sol, ils sont en conflit avec d'autres objectifs. Si on réduit le travail du sol, on aura une pression liée avec les herbes qui peut être problématique. Et puis il s'agit aussi pour l'agriculteur de trouver un chemin entre les différents objectifs, réduire les produits phytosanitaires d'une part et améliorer la qualité du sol. Vassili, je vais revenir vers vous. On lance le prochain sujet. On va voir comment ça se passe sur le terrain avec les agriculteurs et puis ensuite on reparle. Alors les principaux problèmes justement auxquels les agriculteurs sont confrontés en termes de santé des sols, quels sont-ils et surtout comment y remédier, avec quelles solutions? C'est ce que vous allez découvrir dans ce sujet avec 2 exemples dans le canton de Vaud, à Aigle et Bavois. Bienvenue à Aigle, à la cave Alain Emery. Je m'appelle Alain Emery et je suis œnologue sur le domaine familial. Alors au niveau des sols, l'agriculture de régénération, au fond, c'est de limiter le travail des sols pour favoriser la séquestration du carbone dans les sols viticoles ou agricoles en général. Nous nous trouvons à Bavois, je suis agriculteur, je cultive essentiellement des grandes cultures.
à savoir de la betterave, du colza, du maïs et des céréales, du blé, orge et triticale. Nous avons différents problèmes avec les sols, notamment l'érosion. J'ai été le témoin en tant que pompier volontaire il y a une dizaine d'années d'un épisode érosif assez massif suite à une forte pluie qui a suivi un semis de colza notamment. Et une partie de la terre fine de la parcelle est partie dans les soubassements des villas de notre village. Et en tant que pompier, j'ai été amené à nettoyer ces soubassements. Et cet événement-là m'a passablement marqué et a induit une assez forte réflexion. Ceci m'a amené à me suivre passablement de conférences sur YouTube notamment, en ce qui concerne les sols. Et puis je me suis rendu compte que je devais changer assez drastiquement mes pratiques pour éviter ce genre de problématiques. Alors j'ai fait 3 choses principales. La première étant la diminution drastique du travail du sol. Parce que le travail du sol induit une déstructuration de celui-ci. La deuxième, c'est la couverture permanente des sols. On implante des couverts végétaux multi-espèces en direct après les cultures de rente, de façon à éviter qu'ils viennent secs et durs l'été. La troisième, c'est d'augmenter la diversité des espèces dans les cultures de rente ou dans les couverts végétaux. Et dans les couverts végétaux, c'est pour augmenter la biomasse de ceux-ci. Immédiatement, j'ai pu constater que j'avais plus d'érosion dans mes parcelles. Alors, dans les sols viticoles, on a travaillé les sols pendant très longtemps afin de lutter contre l'herbe. Et aujourd'hui, on est nettement revenu en arrière avec un non-travail dans la majorité des parcelles, de manière à favoriser un peu d'herbe. Et puis, pour une partie des vignes au coteau, la non-culture est une réelle obligation, finalement, pour lutter contre l'érosion. Et on arrive avec un peu de lutte chimique, un peu de fauchage, à maintenir des niveaux d'enherbement corrects sans trop de stress par rapport à la vigne. On a le cuivre qui est un produit phytosanitaire, au fond, est un métal lourd qui s'accumule dans les sols. On essaye de limiter fortement l'usage par les changements avec d'autres produits, mais ça reste cependant un problème. Il continue à être utilisé parce que ça reste un très bon produit qui n'a pas de résistance. Donc on continue à l'utiliser, spécialement dans des années compliquées climatiquement. Bien que ça paraisse fantastique, il faut un peu nuancer. Dans la vie, rien n'est noir, rien n'est blanc. J'ai supprimé l'emploi des insecticides, fongicides et régulateurs de croissance. Par contre, j'utilise toujours des herbicides, j'en ai besoin, j'arrive pas à m'en passer. On a aussi une augmentation des limaces et des campagnols qui peuvent induire une destruction partielle ou totale d'une récolte. Et tout ça nécessite un profond changement des pratiques, ce qui n'est pas tout simple pour les êtres humains que nous sommes. En viticulture, finalement, les solutions miracles n'existent pas et la recette elle est liée à chaque exploitation, chaque parcelle où chaque sol est différent, où il faut trouver un équilibre entre l'environnement, la plante, une production de qualité, une production économique aussi, et chacun doit trouver sa solution correspondante à sa situation. On l'a vu dans le sujet, hein, l'érosion, c'est vraiment une des problématiques centrales. Il faut donc changer les pratiques en profondeur. Notamment, ça passe peut-être par un travail moins intense des sols. On va y revenir. J'aimerais me tourner vers vous, Vassili. On sait que le Conseil d'État vaudois a lancé un plan d'action pour les sols. Il y a évidemment plusieurs mesures. Vous pouvez nous en détailler quelques-unes ? Oui, je vais peut-être en détailler une qui vise à s'inspirer de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire à valoriser les bonnes pratiques, parce que finalement, les agriculteurs ont cette agilité, cette créativité qui leur permettent de trouver les bonnes pratiques pour résoudre les grands défis auxquels ils sont confrontés. On l'a vu dans ces 2 exemples. Mais évidemment, après, il y a le cadre réglementaire, il y a les enjeux financiers, prendre des risques, faire preuve de créativité, faire preuve d'agilité, eh bien, ça représente un coût pour le monde agricole. Donc, avec le plan d'action, on vient avec des mesures qui permettent, d'une part, de mettre en réseau les différents acteurs pour partager les bonnes pratiques. Il y a un soutien aussi avec le centre d'essai de Grangeneuve et les milieux académiques pour accompagner les agriculteurs qui sont d'accord de participer à la démarche. C'est sur une base volontaire que les agriculteurs pourront participer à cette démarche, bénéficier de ces conseils, partager les bonnes pratiques, prendre certains risques, faire certains tests pour essayer de résoudre certaines problématiques. Mais il faut reconnaître que dans certains
certaines situations, l'agriculteur, le monde agricole est confronté aussi à certaines contradictions, à certaines attentes du consommateur, voire des milieux de la distribution. Je vais prendre l'exemple de la pomme de terre. On parlait de la mécanisation tout à l'heure. Eh bien, le consommateur souhaite avoir des pommes de terre qui soient calibrées. Enfin, en tout cas, c'est imposé par la plupart des grands distributeurs. Qui sont belles, etc. Eh bien, ça nécessite des machines qui sont particulièrement lourdes. Donc, là aussi, peut-être qu'au niveau sociétal, il y a une prise de conscience à avoir au niveau des consommateurs et au niveau des grands distributeurs pour accompagner les agriculteurs dans ces différentes démarches. Et moi, j'avais une question concernant la réception de ces mesures. Lorsque vous les amenez, lorsque vous discutez avec le monde agricole, est-ce que la réception est bonne ? Oui, dans la mesure où ce sont des démarches volontaires, on ne va pas forcer les agriculteurs à participer à ces différentes démarches, ce sont des mesures volontaires, il y a des échanges d'informations, il y a des spécialistes qui sont là pour les soutenir, et puis il y a des moyens financiers, il y a des moyens financiers qui sont en mesure de couvrir la prise de risque prise par les agriculteurs. Pascal, on parlait tout à l'heure des différentes problématiques pour les sols, donc on a vu qu'il y avait l'érosion, mais on l'a entendu dans le sujet ici aussi, il y a des métaux lourds qui s'accumulent dans les sols. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de mesures? Parce que là, on revient sur les produits phytosanitaires. Est-ce qu'on peut employer une autre voie? Est-ce qu'il y a d'autres moyens afin d'éviter de se retrouver dans ces situations qui sont problématiques sur le long terme? Alors, il y a le cuivre, qui est un métal lourd utilisé pour lutter contre les infections fongiques, champignons. Et puis, il y a les autres pesticides. Qui, eux, sont de la chimie organique, donc ils ne se comportent pas du tout pareil. Alors, le problème du cuivre, c'est que, comme ça a bien été dit, c'est aujourd'hui encore l'outil le meilleur et indispensable pour un certain nombre de productions. Donc là, c'est une recherche permanente pour essayer de trouver des solutions. Les solutions, quand elles passent par la chimie de synthèse, parfois se révèlent au bout de quelques temps beaucoup plus dangereuses. Bien sûr. Le problème du cuivre, c'est qu'il va se déplacer éventuellement vers nos rivières, nos lacs par exemple, et ça va dégrader toute la biologie en fait, aquatique. Et puis même dans le sol, ça pose un problème aussi, arrivé à une certaine dose. Là, je dirais que c'est un des points sur lesquels on est relativement bloqué, en tout cas en arboriculture fruitière, en viticulture. Alors on voit dans le sujet qu'il faudrait moins travailler les sols. Cultiver sans travailler les sols, Martin, c'est possible ? On l'a vu dans le reportage, c'est possible, mais ça pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, lutter contre les mauvaises herbes, et puis ça implique de devoir utiliser des herbicides dans certains cas, donc il s'agit toujours de faire une pesée d'intérêt en fonction de l'objectif. On a l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comment est-ce qu'on sort de ça ? Ce n'est pas le serpent qui se mord la queue, c'est qu'en agriculture, il n'y a rien qui est facile, il n'y a pas de solution miracle, et puis que l'agriculteur, il doit être capable de faire la pesée des intérêts, de faire les bons choix dans un environnement tout à fait complexe. Et je pense que ce qui me paraît aussi important, c'est que les agriculteurs, ils ont réalisé que le sol, c'était leur outil de production central, qui s'inscrit dans le temps long. Il s'agit de toujours veiller à améliorer la qualité des sols, aussi dans l'idée de transmettre l'exploitation à la génération suivante. Donc, je pense que la prise de conscience de l'importance de travailler sur les sols, elle est relativement bonne dans le monde agricole. Pascal. Et cette régénération des sols qu'on doit faire, elle va permettre d'alléger, elle permet déjà chez les agriculteurs comme ceux qu'on a vus là, d'alléger considérablement la pression pesticide, puisque ce sont des plantes en bonne santé dans un sol fertile et elles se défendent beaucoup mieux. Ensuite, il y a la sélection variétale, bien sûr, et il y a la diversité biologique. Tout ça va permettre de limiter. Voilà. Il y a un goulet d'étranglement sur le cuivre, mais il y a énormément de progrès ailleurs, et même sur le cuivre, que ce soit à travers les variétés, à travers la santé des plantes. Alors, on va rester sur cette idée qui est plutôt positive et de bon augure pour le futur, et on va se tourner vers un autre sujet qui est celui de la noix. Elle fait la joie des petits et des grands lorsque sa coquille craque, quand vous la découvrez au détour d'un chemin lors d'une promenade automnale. Alors, comment la noix pousse-t-elle dans nos régions et comment est-elle récoltée? Visite guidée chez DC Food à Coton. Ce que j'aime dans la noix, pour moi c'est le fruit d'automne par excellence. Et puis casser des noix le soir en dessert ou avec le fromage, je trouve ça vraiment génial, quoi. Je m'appelle Julien Bugnon, on est ici sur notre exploitation à Coton, au Pied du Jura. On fait des grandes cultures, on fait des sapins de Noël, on fait de la vigne et on fait de l'arboriculture, on fait des noisettes et des noix. Alors,
concernant la culture de la noix, on a 4 hectares de noyers sur notre exploitation. Et puis, on a tout le matériel avec un autre producteur pour récolter, trier, laver, sécher, calibrer les noix. Donc, on récolte chez une petite dizaine d'autres producteurs de la région. On récolte leurs noix, on les lave et puis on les commercialise aussi, nous, pour eux. Dans le cadre de ma maîtrise, j'ai fait un business plan sur la noix et c'était une culture qui me plaisait bien car mécanisable, c'est aussi un très beau verger. Il n'y avait pas beaucoup en Suisse de production, donc on pouvait faire notre propre canal de vente et c'est un projet qu'on a mené à bien. Et puis il y a d'autres producteurs ensuite qu'on a aussi plantés dans la région, donc on a pu se mettre ensemble un petit peu pour valoriser un peu ces noix par la suite. En Suisse, il y a 2 types de vergers de noix. On a les noix extensives, donc, qui sont plantées sur surface de promotion de la biodiversité. C'est des arbres haute tige qui sont couronnés à 1,60 m, donc ça veut dire que les premières branches à fruits sont à 1,60 m. C'est des arbres sur lesquels on ne met pas de fumure, on ne met aucun engrais, on ne fait aucune lutte contre les potentiels nuisibles. On ne peut pas faucher l'herbe non plus dans le verger avant le 15 juin, ce qui fait que l'arbre a souvent un printemps sec, cette année pas, mais un printemps sec et un peu un stress hydrique. Donc le rendement d'un verger extensif va être plus faible, dans l'ordre de 500 kg/hectare de petites noix. Et on a les vergers qui sont plutôt dédiés justement à la production de la noix, où là on plante 250 arbres hectares, en général 4 par 8, donc 8 mètres d'interligne, 4 mètres sur la ligne. Et puis là on tombe bien le verger justement pour maintenir une herbe basse, pour pouvoir récolter à la machine. Et on lutte contre les parasites qu'on peut y trouver. Et là on arrive à produire 2000 à 2500 kg de noix, de belles noix par hectare. Donc la culture de la noix, c'est avant tout une culture de patience parce qu'on n'a pas de fruits avant la 5e année. Par contre, on a déjà du travail les 5 premières années pour préparer le verger. Donc on le taille, il y a différents systèmes de taille. Nous, on fait de l'axe libre. Et une fois que le verger entre en production, on commence à contrôler les ravageurs et les nuisibles. On a le carpocaps, contre lequel on fait de la confusion sexuelle. Il y a la mouche du brou, qui est un ravageur encore relativement peu présent chez nous, mais très présent dans les grosses zones de production comme à Grenoble. Donc là, on contrôle vraiment sa présence pour s'assurer qu'il ne vienne pas nous embêter. Et dernière maladie, c'est de l'anthracnose. C'est une maladie où aujourd'hui on lutte de manière prophylactique en évacuant les feuilles après la récolte, en broyant ces feuilles justement pour éviter que ça fasse un matelas en décomposition qui est un nid parfait pour les champignons. Donc voilà comment garder un peu un verger sain aujourd'hui. Et donc la récolte de la noix, on est au mois d'octobre. Donc la noix, elle tient mécaniquement en fait dans le brou, donc dans sa coquille verte qui l'entoure. Donc là, on vient vibrer l'arbre, le fruit tombe au sol. Donc là, on se doit d'avoir un gazon qui est bien entretenu toute l'année, pas trop grand, pas trop petit, pour vraiment bien pouvoir mécaniser cette récolte. Et parce que la noix, elle a une coquille qui n'est pas très étanche, contrairement à la noisette. Donc on la laisse jamais plus de 24 heures au sol. Donc on doit toujours être réactif en fonction de comment ça souffle, de ce qui est tombé et tout ça pour bien la récolter. Et donc on la récolte, on la lave, on la sèche, parce que sinon elle se conserve moins bien. On la sèche 48 heures à 35 degrés environ, ça dépend des années et de l'humidité. Et puis ensuite on la calibre. On fait des grosses noix qu'on vend principalement avec la coquille, parce que les gens, quand on veut casser une noix, on veut une grosse noix avec beaucoup de cerneaux. Et puis les petites, on les casse, soit pour faire du cerneau pour des boulangers ou des bouchers, pour faire des saucissons par exemple, ou pour faire la fameuse huile de noix vaudoise AOP. C'est une culture de patience, ça a bien été dit dans le sujet, 5 ans avant de récolter les premières noix. Et pourtant, ça semble être une production qui est intéressante, puisqu'on l'a vu, il y a une étude de marché. La personne dans le sujet s'est lancée dans ce domaine-là. Comment se porte la production vaudoise et suisse de noix, Martin ?
Oui, c'est une bonne question. Et puis je peux dire qu'à titre personnel, ça me réjouit de voir la professionnalisation de la culture de la noix. Quand j'étais petit sur l'exploitation agricole, on avait 2 noyers. Et puis c'était mon grand-papa qui cassait les noix pendant l'hiver. Et c'est vous qui alliez secouer les arbres, c'est ça? Exactement, c'était notre travail. Et après, pour avoir quelques litres d'huile de noix. Et ici, on voit que la culture, elle s'est professionnalisée avec la création de l'AOP. Et puis aussi pour avoir une production locale, ce qui est particulièrement intéressant. Mais ça reste une niche, parce que si mes chiffres sont exacts, c'est à peu près 95 tonnes qui sont produites au niveau suisse, et à peu près un tiers, donc 30 tonnes qui seraient produites dans le coton de veau. On reste dans des chiffres qui sont relativement marginaux, mais avec une perspective intéressante pour les producteurs, de développement notamment, et puis les consommateurs. Et puis alors justement, il y a cette AOP, huile de noix. Est-ce que ça change l'impact économique d'un produit quand il peut passer en AOP? Je pense que l'AOP ici est intéressante parce qu'elle permet en fait de donner une étiquette, un nom à l'huile de noix vaudoise pour que le consommateur sache qu'il achète de l'huile qui a été produite à partir de matières premières qui est originaire du coton de veau. Donc c'est intéressant d'avoir l'AOP pour professionnaliser la filière, et c'est bénéfique pour les producteurs mais également pour les huileries, comme le moulin de Sèvres. Tout à fait. Vassili, est-ce que d'un point de vue politique, il y a aussi un encouragement à ce que justement certains produits comme ça qui ont un potentiel passent en AOP pour les mettre en avant au niveau suisse, intercantonal, on va dire ça comme ça? Oui, c'est important. Finalement, ces labels, ils permettent de remplir une sorte de contrat de confiance entre les producteurs et les consommateurs. Ça permet de valoriser la qualité du travail des producteurs. Ça permet d'inciter aussi les consommateurs à se tourner vers les produits locaux. Ça offre certaines garanties. Donc, évidemment, ces labels doivent être soutenus d'une certaine façon, doivent être valorisés. Et je me réjouis de voir que ces démarches fleurissent dans le canton de Vaud. Oui, en tout cas, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Est-ce que c'était une branche en déclin avant que, par exemple, on se retrouve avec cette AOP huile de noix? Est-ce que c'était quelque chose qui devait développer? Enfin, on en était où? Le reportage l'a très bien montré. Avant, je pense que c'était vraiment une culture plutôt extensive, avec quelques noyers par-ci, par-là, à l'image de ce qu'on avait sur l'exploitation agricole sur laquelle j'ai grandi. Et puis que l'AOC l'a permis de professionnaliser cette culture. Donc il y a un potentiel de développement. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi un prix. Pour que les producteurs s'en sortent, on a vu ce que ça implique en termes de mécanisation, en termes de charge de travail. Ensuite, il s'agit de produire l'huile. Donc, c'est des produits qui sont relativement chers. Et puis, c'est peut-être la difficulté ensuite de communiquer aux consommateurs l'importance de payer le prix nécessaire pour pouvoir acquérir ce genre. Ça, c'est un débat, évidemment, sur lequel on revient toujours avec les produits. Quel est le juste prix d'un produit? Ce n'est pas toujours évident. Je vous propose maintenant qu'on enchaîne avec notre prochain sujet, c'est le fact-checking. Alors, la vigne dépend-elle vraiment de la pollinisation? C'est la question que l'on vous pose dans cette rubrique. Réponse en images. Sans pollinisation, par exemple, les fruits deviendraient des denrées rares et nous n'aurions tout simplement plus de vin, a déclaré Léo Tinguely, coordinateur fribourgeois de l'Initiative pour la biodiversité, dans une lettre de lecteur parue en août dernier dans La Liberté. Pour éviter tout procès d'intention, il est bon de rappeler que la production viticole a fortement évolué au cours des dernières années. Grâce à des acariens comme les typhlodromes et à la méthode de lutte par confusion sexuelle, la viticulture a presque totalement abandonné l'usage des insecticides et des acaricides. Les traitements appliqués aujourd'hui sur la vigne sont essentiellement des fongicides. Ils sont avant tout destinés à combattre des champignons comme le mildiou et l'oïdium, des espèces invasives arrivées d'Amérique du Nord à la fin du 19e siècle et contre lesquelles la vigne européenne n'a pas de protection naturelle. On notera encore que la déclaration de Léo Tinguely est inexacte, en ce sens que la vigne n'a pas besoin des abeilles pour la pollinisation. C'est certes le cas de la vigne sauvage, mais pas de la vigne domestiquée qui est devenue autoféconde au fil de l'évolution. Voilà, un lien qui peut sembler surprenant. Alors, il y a souvent des liens qui se font comme ça et sur lesquels il faut un petit peu démêler le vrai du faux. Est-ce que c'est un problème de communication, Pascal? Est-ce que le milieu devrait savoir mieux, comme le disait tout à l'heure Martin, mettre en avant les bonnes informations? Je suis aussi apiculteur, donc ça vous parle. Qu'on fasse ce rectificatif, effectivement. Mais effectivement, ce que ça souligne, c'est qu'il y a une très grande complexité quand on travaille avec le vivant et avec l'environnement, et que les solutions blanc-noir, et que les affirmations blanc-noir, elles nous envoient dans le mur.
Ça marche Parce qu'en fait, jamais elle bien. sépare les gens, elle les oppose, alors qu'on est dans des recherches de solutions en permanence. Le monde agricole est en permanence en recherche de solutions. Donc il faut faire attention à maîtriser le sujet, effectivement, parce que sinon, on va probablement moins bien faire progresser les choses qu'en ignorant des bases. Pascal, vous me disiez que vous êtes apiculteur. Comment est-ce que vous réagissez au fait que le Conseil national a changé le statut de l'abeille, qui est donc devenu un animal de rente? Je suis apiculteur amateur, donc je dirais que je ne suis pas tellement impacté parce que je n'ai que quelques ruches. Donc je n'ai pas de réaction de fond là-dessus. Vassili, d'un point de vue politique, ça change quoi d'avoir passé l'abeille en animal de rente? Bon, l'abeille, elle est déjà menacée, hein, donc elle mérite d'être protégée, d'être valorisée. Il y a certains ravageurs, il y a certains nuisibles, comme le frelon asiatique, typiquement, qui créent des ravages dans les différentes ruches. Et le canton de Vaud mène différentes actions, notamment avec la protection civile, avec différents spécialistes, pour aller identifier les nids de frelons asiatiques, pour mieux protéger les différentes ruches. Mais c'est un phénomène qui prend une ampleur tellement gigantesque qu'il faut l'adresser. Évidemment encore développer les moyens pour trouver les bons équilibres, mais il est important évidemment de valoriser, de protéger, de tout mettre en œuvre pour que les abeilles puissent avoir un avenir dans l'écosystème, et ça passe notamment par ces différentes mesures. Alors Marthe, maintenant le point de vue, on va dire, de l'agriculteur, des sols, de ceux qui travaillent tous les jours avec des animaux de rente, on pense plutôt aux vaches. C'est vrai qu'on a du mal à se dire qu'une abeille est devenue un animal de rente. Oui, mais moi je trouve ce qui est intéressant là-dedans, c'est en fait on reconnaît l'utilité que peut amener l'abeille dans l'agronomie et puis dans les systèmes alimentaires au sens large. Donc, comme le disait Vasilis, c'est peut-être un pas qui permet de faire accepter la valeur que les abeilles peuvent apporter à nos systèmes alimentaires, avec ensuite les mesures qu'il s'agira de mettre en place et puis de développer. C'est un pas dans la bonne direction, à mon avis. Finalement, l'agriculture devient protectrice des abeilles dans ce cas de figure-là, je vais dire. Mais je crois que l'agriculture n'a jamais été l'ennemi des abeilles. C'est des pollinisateurs. Il y a plusieurs projets. D'ailleurs, le canton de Vaud vient de terminer un projet qui s'appelait Agriculture et pollinisateurs, qui visait à mettre en place un certain nombre de mesures. Par exemple, renoncer à certaines fauches sur certaines prairies pour encourager les abeilles sauvages et les abeilles domestiques. Donc c'est encore une fois la nécessité de préserver la production agricole et puis la biodiversité avec les abeilles en l'occurrence. Mais je ne crois pas que c'est deux mondes qui s'opposent, au contraire. Pascal, vous vouliez réagir? Et il y a des évolutions technologiques qui peuvent les opposer, ce n'est pas le choix des agriculteurs. On a une chute drastique des pollinisateurs et en général des insectes qui sont directement liés scientifiquement aux pesticides. Mais c'est là où la société doit prendre conscience du fait que jusqu'au consommateur, nos modes de consommation, nos modes de transformation, les produits que nous voulons, la quantité de produits que nous consommons font que l'agriculteur n'a pas forcément le choix. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Donc on introduit des mesures qui visent les agriculteurs, en tout cas les agriculteurs se sentent visés, alors qu'en fait c'est la société qui se vise elle-même et qui doit le comprendre. C'est un bon point, Vassili. C'est ça, la nature est le meilleur allié des agriculteurs et ils en ont bien conscience. Maintenant, les agriculteurs doivent faire face à des contraintes financières, à des paradoxes sociétaux. On a pris l'exemple de la pomme de terre tout à l'heure. Donc chaque acteur, que ce soit les transformateurs et les consommateurs, doivent aussi prendre leurs responsabilités pour accompagner le monde agricole dans cette transformation. Et donc la boucle est bouclée, hein, on le disait en début d'émission, c'est un changement d'état d'esprit au final, et ça se joue à tous les niveaux de la société, pas que les agriculteurs. On arrive déjà à la fin de cette émission, ça passe très très vite. Merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé vos différents points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable. Et on se retrouve évidemment d'ici un mois pour parler de produits locaux. Alors qu'entend-on exactement par là et comment est-ce décliné par les professionnels? Ce sera le sujet de notre émission du mois prochain. Avant de se quitter, je vous donne encore un rendez-vous. C'est celui de notre rendez-vous agricole de fin d'émission. On monte sur les hauteurs de Montreux, direction la foire de Brin. Merci à tous. Au revoir. Merci. La 538e foire de Brin aura lieu les 8, 9, 10, 13 et 15 novembre prochains sur les Hauts de Montreux. Cette manifestation pluricentenaire accueille public et artisans de la région pour une multitude d'activités conviviales et festives. Tous les caveaux du village sont ouverts pour l'occasion et de nombreuses options de restauration attendent les visiteurs.
Les stands du marché proposent de leur côté de découvrir l'artisanat régional ainsi que les produits du terroir. Les enfants ne sont pas laissés de côté entre cortège costumé et promenade à dos de poney. Sans oublier la musique, chœur d'homme, fanfare, DJ, il y en aura pour tous les goûts. Rendez-vous du 8 au 15 novembre pour cette nouvelle édition de la Foire de Brin. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch, paysannes et paysans suisses, pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique, et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable.